Pascal Morinière avait indiqué effectivement que la délégation que font les parents à l'école, elle n'est possible que s'il y a une liberté. Et l'instruction en famille représente cette marge de liberté qu'ont les parents de choisir, d'instruire eux-mêmes leur enfant. C'est en fait la première forme d'instruction avant, avant l'invention de l'école par Charlemagne, comme disent souvent les enfants. Euh, et si le choix de l'école est un droit fondamental des parents, l'instruction en famille l'est tout autant, car elle est souvent le seul recours lorsque, dans certains cas lourds, l'école ne remplit plus sa mission ou l'enfant est en danger dans l'école, en cas de harcèlement scolaire par exemple, lorsque l'école devient inadaptée aux spécificités de l'enfant, lorsque pour des raisons logistiques, la famille n'est pas en mesure de s'y rendre. Les deux grandes raisons des familles pour avoir recours à l'instruction en famille, c'est d'abord le respect du rythme de l'enfant et la volonté de transmettre des pédagogies alternatives. Respect du rythme de l'enfant, c'est une exigence qui a été très forte depuis la loi sur l'école de la confiance qui a rendu euh, l'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans, contraignant les parents à trouver une solution lorsqu'ils jugeaient que leur enfant avait besoin d'un rythme plus adapté. Alors, Jules Ferry, lorsqu'il a rendu l'école l'instruction obligatoire, a toujours refusé de supprimer l'instruction en famille. Il a lui-même rejeté des amendements qui tendaient à cela en insistant pour ne pas tracasser les pères de famille qui donnent consciencieusement l'instruction primaire au foyer domestique. Et l'instruction en famille s'est développée à petits effectifs, encouragée par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, avec cet article que vous voyez qui indique bien que les parents peuvent assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. Les rédacteurs, notamment un certain Pierre-Henri Tedgin, disaient le droit fondamental qui appartient à tout père de famille de faire élever et instruire ses enfants selon sa conscience, quels que soient les impératifs de sa conscience, est une exigence et ce n'est pas à l'État d'en juger. Euh, et pendant des années, le système était très simple. Il suffisait aux familles de déposer une déclaration pour être instruit, pour avoir le droit d'avoir l'instruction en famille. Il y avait des contrôles en mairie et des inspections. Ce n'est que depuis les années 2000 qu'il y a un certain nombre de textes qui sont venus préciser les modalités de l'inspection et on en a parlé aussi, les contours de ce socle commun que doivent également acquérir les enfants instruits en famille, tout comme les enfants en école hors contrat. Donc vous avez toute une série de décrets, de circulaires il y a un vadémécum en novembre 2020 qui développait tout ce cadre juridique qui tenait compte des choix pédagogiques des familles et qui faisait dire à Jean-Michel Blanquer, lors d'une audition au Sénat le 18 juin 2020, il y a encore des progrès concrets à faire pour déployer les contrôles, mais nous sommes parvenus à un bon équilibre. On pouvait penser à ce moment-là que la seule chose qui était importante, c'est que l'État puisse en fait déployer ces contrôles pour savoir davantage ce qui se passait dans les familles. En 2020, il y avait 98% de contrôles positifs. Euh, et à ce stade, environ 72 000 demandes d'instruction en famille. Euh, alors tout a basculé avec d'abord le discours des Mureaux que certains ont écouté en novembre 2020. On a entendu brutalement le président de la République évoquer le sujet d'écoles illégales administrées par des extrémistes religieux et en conséquence, avec ce risque d'exclusion de milliers d'enfants de l'éducation à la citoyenneté, de l'accès à la culture, à notre histoire, à nos valeurs, à l'expérience de l'altérité qui est le cœur de l'école républicaine, le président disait avoir pris une décision. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous dès 3 ans, l'instruction à domicile étant strictement limitée aux impératifs de santé. Et donc on a eu ce discours qui a été un coup de tonnerre, et ensuite euh, la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République, et qui a fait passer l'instruction en famille d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation. Alors même que en 2017, c'est l'arrêt du Conseil d'État que Cadine Le Gouvello a cité, eh bien, le Conseil d'État nous indiquait que la liberté d'enseignement comportait le droit pour les parents de choisir pour leurs enfants des méthodes éducatives alternatives
à celle proposée par le système scolaire public, y compris l'instruction au sein de la famille. Alors une des questions, c'est comment on est passé en 3 ans d'un régime respectueux des libertés, avec une loi, tout de même la loi Jules Ferry, qui est une des lois qui permet de dégager un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Comment on est passé de ce régime déclaratif à un régime extrêmement restrictif. Donc il y a eu ce discours des Mureaux pour l'opinion publique. Les parlementaires ont pensé aussi, quand on relit les débats parlementaires, que eh bien, le critère dit de situation propre à l'enfant allait être un critère qui allait permettre à la majorité des familles d'obtenir leurs autorisations. Madame Bruniera, rapporteure du texte, nous disait que tout enfant était particulier et pouvait se prévaloir d'une situation propre. Et le Conseil constitutionnel a examiné la loi et a considéré que l'article 4 de la loi du 28 mars 1882, donc la loi de Jules Ferry, n'avait fait de l'instruction en famille qu'une modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire et que l'instruction en famille n'était pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l'enseignement. Donc la liberté de l'enseignement, elle bénéficie aux écoles publiques, privées, sous contrat, hors contrat, mais elle ne peut pas, pour le Conseil constitutionnel, bénéficier aux parents. Euh, Évidemment, le législateur n'a pas été freiné par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dont vous avez eu l'occasion d'écouter certaines affaires ce matin. Euh, et donc on a eu ces 4 critères qui ont été dégagés, donc situation propre à l'enfant, éloignement géographique et itinérance, activité artistique et sportive intensive. Mais le pouvoir réglementaire s'en est également mêlé. Il s'est occupé de restreindre encore davantage les possibilités en fixant une fenêtre du 1er mars au 31 mai de l'année précédente pour déposer les autorisations. Et donc c'en était fini de cette soupape laissée aux parents de dire à un stade de la scolarité que, eh bien, ils souhaitent que leurs enfants arrêtent une scolarité trop lourde, soit mis en instruction en famille pour quelques mois pour pouvoir reprendre ensuite leur cursus. C'est également le pouvoir réglementaire qui a euh, développé des conditions très restrictives en cas de harcèlement scolaire pour que l'enfant puisse bénéficier automatique d'une instruction en famille, puisqu'il fallait un avis circonstancié du directeur d'établissement et bien évidemment le directeur d'établissement ne peut être la plupart du temps que réticent à donner un avis circonstancié sur une situation de harcèlement. Euh, voilà, il y a également un recours préalable obligatoire imposé aux familles qui les éloigne encore davantage du juge qui a été instauré par décret, qu'on a réussi par un référé suspension à porter de 8 jours à 15 jours. Mais la plupart du temps, les demandes d'autorisation, elles sont formulées en fin d'année et les parents se retrouvent à devoir, en urgence, en plein mois d'août, déposer un recours administratif préalable obligatoire. Euh, mais c'est surtout le Conseil d'État dans un arrêt du 13 décembre 2022 qui a opéré une véritable réécriture du texte et qui a, on va dire, rendu très compliqué la tâche des familles. Parce qu'en fait, ce critère de situation propre, on pouvait penser que, eh bien, il restait accessible aux familles. Il fallait avant tout déposer un projet pédagogique personnalisé qui est bien adapté aux besoins, au rythme propre de l'enfant. Et les familles pouvaient se dire, eh bien, il est possible de déposer ce projet pédagogique. Et en fait, le Conseil d'État, il nous dit qu'il appartient à l'autorité administrative elle-même de retenir la forme d'instruction la plus conforme à l'autorité de l'enfant. Et donc, c'est le Conseil d'État c'est le juge administratif qui effectue un bilan coût-avantage. Coût et avantage d'un côté de la scolarisation, coût et avantage de l'autre de l'instruction en famille, et qui, eh bien, de manière prétorienne, pourra dire, dans ce cas particulier, on considère que la scolarisation est plus favorable à l'enfant et donc on refuse l'autorisation. Et bien évidemment, tant le rectorat que les tribunaux administratifs ont un regard, ont développé une conception particulièrement, on va dire, favorable de l'école, qui est le lieu parfait du développement de l'enfant, même s'il a un handicap, qui est inclusif, qui est capable d'aménagement de scolarité, donc sur le papier,
qui paraissent tout à fait acceptables, mais qui sont complètement théoriques. Voilà, et c'est bien ce que disait d'ailleurs le rapporteur public dans les conclusions prises sous cet arrêt. Eh bien, il indiquait: la décision doit être prise en considération des seuls éléments intéressant l'enfant. La prise en compte de l'intérêt des autres parties prenantes à la décision, notamment les parents, n'intervenant qu'à titre secondaire. Donc, le Conseil d'État eh bien, brandit l'intérêt de l'enfant, relègue les parents, on va dire, à une deuxième place. Et dans les faits, qu'est-ce qui se passe dans les faits? Eh bien, on remarque que c'est pas vraiment l'intérêt de l'enfant qui prime, c'est eh bien, cette injonction à la scolarisation, tous à l'école, quoi qu'il en coûte pour l'enfant. Alors, les conséquences sont radicales. Il y avait 2 années de plein droit, 2022, 2023 et 2023, 2024, c'est-à-dire des années pendant lesquelles les enfants déjà instruits en famille bénéficiaient d'autorisations de plein droit en cas de contrôle favorable. Mais après ces autorisations de plein droit, on a la première année 2024-2025 où eh bien, c'est vraiment la loi qui s'applique. Et eh bien, on est passé de 72 000 demandes d'enfants instruits en famille à 35 000 en 2025, soit une baisse de 57%. On a eu des alertes du défenseur des droits, une flambée de saisines du médiateur de l'éducation nationale. On est passé une hausse de 71% du contentieux. Et alors, l'administration a caché les chiffres pendant un certain nombre d'années, de mois et d'années. Chiffres qui viennent tout juste d'être divulgués, qui feront l'objet d'une publication, mais qui sont vraiment éloquents, puisque on voit que, par exemple, pour l'Académie de Toulouse, l'année 2022-2023, le pourcentage d'autorisation accordée n'est que de 15%. Il est de 32% uniquement pour Créteil, 35% pour Paris, 39% pour Besançon. Donc des disparités extrêmes qui sont source de grande injustice pour les familles. Donc face à cette situation, les familles sont effectivement très démunies, puisqu'elles n'obtiennent pas la plupart du temps d'audience devant le juge des référés. Et comme l'autorisation est annuelle, à quoi sert d'attendre le juge du fond? Eh bien, les deux possibilités, deux pistes d'action, hein. La première, évidemment, c'est le changement de la loi. Euh, Puisque là, la jurisprudence est bloquée, puis on a bien vu qu'on n'arrivait pas à saisir la Cour européenne des droits de l'homme. La proposition de loi du sénateur Max Brisson serait un compromis intéressant, c'est-à-dire de considérer qu'une inspection favorable donne le droit d'avoir l'autorisation, ce serait bien le moins pour l'année suivante. Alors, une possibilité, c'est en fait, ce serait de considérer que effectivement la loi et l'intérêt propre à l'enfant n'est pas défini et la loi s'applique de manière, on va dire, très, très divergente. Mais sur ces questions d'éducation, il pourrait être utile de réfléchir à l'instauration d'une autorité administrative indépendante qui aurait des garanties de représentativité, qui serait composée également de représentants associatifs et qui aurait donc des garanties également d'indépendance, euh, un pouvoir, une autonomie financière, et qui aurait ce pouvoir de mener des inspections et de délivrer des autorisations. Euh, Effectivement, je rebondis sur ce qu'Adeline Gouvello indiquait. On a cette question des autorisations, mais on a également la question du socle commun qui est de plus en plus détaillée. Un exemple, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 12 juin 2024 nous indiquait que désormais l'annexe au socle commun peut fonder une mise en demeure. Il s'agissait d'une école hors contrat, mais il peut s'agir aussi de l'instruction en famille. Donc, en somme, une action essentielle pour défendre l'instruction en famille. Et je termine sur la question du harcèlement. C'est également un point qui peut permettre de défendre l'instruction en famille. Plus de 700 000 enfants sont harcelés chaque année. Vous avez donc environ 10% des collégiens et des écoliers. Et l'on peut aussi bien défendre l'instruction en famille comme cette porte de sortie nécessaire dans ce cas. Je vous remercie.